Jeudi 21 juillet 2016. Madame, Monsieur, bonjour. On démarre tout de suite ce journal avec les échos du Conseil des ministres qui s'est tenu hier au palais présidentiel. Vous le voyez en image. Plusieurs décisions prises, notamment la suspension de toutes les activités syndicales des étudiants, la nomination d'un nouveau président à la tête de l'université Félix Houphouët-Boigny en la personne de Abou Karamoko et le maintien des forces de l'ordre et de sécurité sur le campus. Notez également que la réunion hebdomadaire des membres du gouvernement s'est penchée sur la question de la salubrité urbaine. Une semaine de la propriété est même annoncée et ce sera du 1er au 6 août prochain. Manifestation contre l'émission d'une seconde facture de la CIE. Les consommateurs expriment leur mécontentement. Yamsokro, Daloa, Tiasalé ont été le théâtre ces derniers jours de violence. La CIE réagit. Hier, le directeur général de la compagnie était l'invité du 20h. Dominique Kakou a annoncé le report de la date limite de paiement des dernières factures. On l'écoute. La compagnie ivoirienne d'électricité, la CIE, a procédé à la distribution des factures correspondant aux consommations de mars et avril 2016 en juin 2016, avec pour date limite de paiement les 12 et 14 juillet 2016, et les factures correspondant aux consommations de mai et juin en juillet 2016, avec pour date limite de paiement les 9 et 11 août 2016. La proximité de ces deux émissions de factures a donné l'impression d'une double facturation dans un même mois. La CIE, en concertation avec l'Agence nationale de régulation du secteur de l'électricité, ANARE, et les associations des consommateurs, a décidé de reporter d'un mois la date limite de paiement des factures de juillet 2016. Ainsi, la date limite de paiement des factures de juillet au titre des consommations de mai et juin 2016 est fixée au 12 septembre 2016. En conséquence, aucune pénalité ne sera appliquée à ces factures jusqu'au 12 septembre 2016. Par ailleurs, toute anomalie éventuelle constatée sur les factures devra être portée à la connaissance de la CIE. On fait un tour à présent à la cour d'assises où se déroule en ce moment le procès de l'ex-première dame de Côte d'Ivoire. Le procès de Simone Gbagbo a repris mardi après donc 2 semaines d'interruption pour raison de santé. Simone Gbagbo est accusée, vous le savez, de crimes contre l'humanité. Gabriel Zané. Maître Moïse, alias Commandant H, est le témoin à charge contre Simone Gbagbo dans l'affaire l'accusant pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Depuis hier, mardi, à la reprise du procès, le témoin fait de grandes révélations sur ses implications dans plusieurs affaires, notamment les disparitions de Guy-André Kieffer, Jean-Yves Lamblin, son appartenance et son rôle dans le GPP, Groupement Patriotique pour la Paix, et les escadrons de la mort. Mais les avocats de la défense ont tenté de démonter le témoin. Le procès de Simone Gbagbo reprend après 2 semaines d'interruption pour cause de repos médical. L'ex-première dame avait été hospitalisée en raison des malaises. Simone Gbagbo est de retour devant la cour d'assises d'Abidjan où elle est jugée pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre pour son implication dans la crise post-électorale de décembre 2010 à avril 2011. Le procès se poursuit le jeudi 21 juillet. La Cour pénale internationale, 18 ans après, quel bilan? La coalition ivoirienne pour la CPI a fait le point. Pour elle, eh bien, il y a des acquis considérables malgré les failles. La coalition soutient donc que les pays africains devraient soutenir cet outil juridique. On en parle avec Sidonie Davila. 17 juillet 1998, 17 juillet 2016, il y a 18 ans, un nouvel outil juridique constituant un pas en avant dans la lutte contre l'impunité naissait, la CPI,
Cour pénale internationale. Selon le rapport de la coalition pour la CPI-CICPI, depuis sa création à ce jour, la Cour a ouvert une procédure d'enquête dans 7 cas, tous en Afrique, dont la Côte d'Ivoire. La Cour a mis en accusation 16 personnes, dont 7 sont en fuite, 2 sont décédées ou supposées telles, 4 sont en détention et 3 se sont présentés volontairement devant la Cour. Des actions appréciées par diverses organisations dont la Coalition pour la CPI, membre de la Coalition mondiale. La CICPI se félicite tout d'abord des récents acquis de la justice internationale. La CICPI encourage la Cour à poursuivre ses actions, surtout en s'évertuant à être la plus indépendante et impartiale possible. Notant quelques points de faiblesse de la CPI, la coalition pour la CPI s'est également prononcée sur le souhait de certains États africains de se retirer de la CPI, sujet abordé lors du 27e sommet de l'UA, l'Union africaine, à Kigali. La CICPI appelle instamment les États africains à ne pas se retirer de la CPI. Certes, la CPI, dans son fonctionnement actuel, est à parfaire. Mais c'est ensemble que les États peuvent l'améliorer. La coalition pour la CPI-CICPI suit de près le procès de l'ex-président Laurent Gbagbo et son leader de jeunesse, Charles Blé Goudé. Un procès qui oppose les 2 accusés à la procureure générale, Fatou Bensouda. Je vous conduis à présent dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Dur de vivre à Mans en saison pluvieuse, entre des rues quasi impraticables et les maisons inondées. Les habitants font face en cette période à un véritable calvaire. C'est ce que nous dit en tout cas Eve Boué, correspondante de la RTI dans la cité des montagnes. Mois de juillet à Mans égale grande saison des pluies. Et cette nuit, il est 23 heures passées. Il pleut des cordes sur la cité des 18 montagnes. Peu de temps après, quelque part au quartier Thérèse, il est minuit passé. La pluie a baissé d'intensité. Mais pas de sommeil pour Fondio, un résident de ce quartier. Depuis le début de la pluie, il est affairé. Quand il pleut comme ça, on ne dort pas la nuit. S'il pleut soit à 20 h, jusqu'à plus tard, au petit matin, nous sommes encore au dehors. Et si on ne bouge pas le tuyau là, l'eau rentre. Nous laissons Fondio encore aux prises avec l'eau et notre chemin croise celui d'Émile, un opérateur économique qui rentre du boulot. Il a de sérieux soucis pour accéder à l'entrée de sa demeure envahie par les eaux de ruissellement. Le lendemain matin, après une petite pluie, nous retournons au quartier Thérèse. Les rues sont complètement inondées. Nous sommes obligés de mettre les pieds dans l'eau pour aller à la rencontre des résidents, parmi lesquels nous retrouvons notre ami d'hier, Fondio, toujours aux prises avec l'eau. Et oui, les habitants de ce quartier sont exaspérés par ce désagrément qui perdure au fil des saisons pluvieuses. On ne sait pas comment on va faire pour quitter dans l'eau. Il y a longtemps, même où je suis arrêtée là, en bas de mon pied, là, tout est devenu plein à cause de l'eau. L'eau rentre. D'abord, ça déborde au dehors, ça dépasse l'escalier, ça rentre sur nous. De là, ça rentre dans la maison. On a oublié de prendre les bébés, mettre au dos, puis monter sur les tables. Beaucoup de locataires et de propriétaires ont fini par céder la place à l'eau qui semble avoir gagné la bataille. Caniveau complètement chaos, maisons abandonnées, effets personnes abîmées et parfois des drames selon des témoignages des riverains. Une année même, une petite fille à l'âge de 8 ans, l'eau a pris dans le caniveau. C'est à 16 h on a trouvé son corps depuis matin bonheur. Une situation que tentent d'expliquer les services techniques de la mairie de Mans. Les ouvrages de drainage sont vétustes. Et cela est lié à la voirie qui est vraiment dégradée. Et quand il pleut, réellement, l'eau charrie tout ce qui est gravat, l'eau charrie tout ce qui est sable. Et quartier 13 est un quartier qui est construit vraiment dans le bas-fond. Et ce quartier se présente un peu comme l'exutoire. Ajoutez à cela le manque de civisme de la population riveraine. Des constructions sont érigées sur le principal canal d'évacuation. Et c'est un dépotoir à ciel ouvert pour commerçants et riverains. Les services techniques débordés tentent tant bien que mal de venir à bout. Ils sollicitent l'aide de l'Office national d'assainissement et de drainage ONAD.
En entendant donc les travaux d'Hercule de l'ONAD, les résidents quant à eux vont de diverses manières pour contrer les eaux de ruissellement. On érige des barricades de fortune. On se transforme parfois en architecte en supprimant des portes ou fenêtres ou en élevant des petits murs. Hors de chez nous, en Afrique du Sud, Durban, 16 ans après, les acteurs de la lutte contre le sida se retrouvent. Un rendez-vous d'échange pour évoquer donc l'accès à l'égalité des droits, également l'intensification du financement. C'est à l'occasion de la 21e conférence internationale sur le sida. Kadi Fadiga Fofana y est pour la RTI. Se retrouver en Afrique du Sud, précisément 16 ans après, dans la même ville de Durban, pour faire le point de la situation du VIH-Sida dans le monde. C'est tout l'enjeu de la 21e conférence internationale sur le sida. Chercheurs, firmes pharmaceutiques, personnes vivant avec le VIH et activistes sont donc présents à ce rendez-vous d'échange qui est un véritable temps fort de mobilisation collective, de laboratoire d'idées et d'initiatives. C'est une tribune inédite offerte aux personnes séropositives qui continuent d'être confrontées partout dans le monde aux inégalités d'accès aux soins, à la privation de droits élémentaires et à la stigmatisation. Durban, 16 ans après, tout un symbole avec cette thématique, l'accès à l'égalité des droits maintenant. La Côte d'Ivoire est aussi là pour faire entendre sa voix. Et nous sommes là pour montrer que la Côte d'Ivoire est vraiment engagée dans la lutte. Si on veut éliminer le VIH-Sida dans nos pays, il faut travailler à tous les niveaux. Il faut travailler au niveau même des jeunes, c'est-à-dire les scolarisés, les élèves qui sont au primaire. Vous savez que les enfants découvrent au fur et à mesure la sexualité. Il faut donc commencer très tôt. Dès l'âge de 13 ans déjà, nous avons malheureusement des filles qui sont enceintes. Donc il faut que la sensibilisation commence très tôt pour avoir de bons résultats. Des progrès enregistrés un peu partout dans le monde, mais des progrès qui ne doivent pas pour autant cacher une autre réalité, celle d'une épidémie qui continue de progresser. 38 millions de personnes touchées et qui continue de tuer. Plus d'1 million de morts en 2 ans. Mais l'espoir est permis. Si on veut vraiment mettre fin à l'épidémie, il nous faut atteindre ces 20 millions de personnes qui n'ont pas accès au traitement. Qu'il faut faire en sorte que 1 600 000 enfants aient accès au traitement. Grâce au traitement antirétroviral, les personnes vivant avec le VIH se portent mieux. Au Mali, deuil national de 3 jours à partir d'aujourd'hui, jeudi. Le Mali qui continue de pleurer ses morts après donc l'attaque de mardi dans un camp de Nampala. 17 soldats tués, 35 autres blessés. Le bilan est lourd. La menace plane toujours. L'état d'urgence a été réinstauré. Et puis la Turquie, pour terminer, 6 jours après le coup d'État manqué, le président Erdogan a annoncé hier l'instauration de l'état d'urgence pour 3 mois, une décision qui va permettre au gouvernement de légiférer sans passer par le Parlement. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente journée sur nos antennes. RTI 1, la chaîne qui rassemble.